Mon invité d'aujourd'hui est né dans le monde de la santé. Il a cofondé 1001 pharmacies. Depuis 2023, il dirige REMA, une plateforme qui référence près de 190 millions d'euros de matériel et attire plus de 2 millions de visiteurs chaque année. L'IA nous dépasse en capacité cognitive, en capacité de savoir, elle est sachante en tout. Il ne reste à l'humain que l'émotion, il ne reste à l'humain que de la sincérité, il ne reste à l'humain que de l'authenticité. Si on n'appuie pas sur ces leviers... que de l'humain en fait. Exactement. Comme j'aime à dire, la vente est le résultat d'un processus et une conséquence heureuse de ce processus. Le meilleur conseil que tu as pu recevoir. La meilleure façon d'être déçu, c'est d'avoir de l'espoir. Mon invité d'aujourd'hui est né dans le monde de la santé. Il a cofondé 1001 pharmacies, le pionnier de l'e-santé en France, une entreprise qui a été depuis revendue puis cotée en bourse en 2017, si ma mémoire est bonne. Il a également cofondé Club Startup et investisseur dans une dizaine de jeunes entreprises. Depuis 2023, il dirige REMA, RE2MA, la première marketplace européenne dédiée au matériel médical reconditionné. Une plateforme qui référence près de 190 millions d'euros de matériel, rassemble 200 vendeurs partenaires et attire plus de 2 millions de visiteurs chaque année. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat, innovation, santé, mais surtout des coulisses d'un parcours qui ne ressemble à aucun autre. On a rendez-vous avec Alexandre El-Arouchi. Bonjour Alexandre, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Pascal, merci pour cette présentation dithyrambique exceptionnelle. Écoute, à chaque fois qu'on me demande de te présenter, je t'appelle. Ok. Concrètement, avant de démarrer, moi je voulais dire un truc, c'est que je veux être honnête. Alors, il y a des invités qu'on découvre, que je découvre pendant les podcasts. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Je vais essayer de vous faire découvrir un ami que j'ai la chance de connaître depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, je suis hyper heureux de l'avoir aujourd'hui avec moi. Alexandre, selon toi, puisque c'est la première thématique que je voulais évoquer, quel est le meilleur levier commercial selon toi ? Le meilleur levier commercial selon moi, aujourd'hui, c'est-à-dire par les temps qui courent, je dirais que c'est l'authenticité. L'authenticité de façon à pouvoir créer quelque chose d'émotionnel, quelque chose de relationnel avec un prospect, après avec des clients, mais ça peut aussi fonctionner avec des partenaires, ça peut aussi fonctionner avec des actionnaires. Je dirais que l'authenticité, c'est quelque chose qui nous différencie de la machine. On parle d'IA, on est en 2026, l'IA est présente partout, elle a des qualités indéniables, elle a d'abord une capacité de travail qui ne s'arrête jamais, capable de travailler 24 heures sur 24, elle a des capacités cognitives hors normes, qui dépassent tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et à la fois, elle a une capacité à abattre en fait, des tâches répétitives sans jamais s'user et sans jamais râler. Qu'est-ce qu'il reste à l'humain dans son sens général ? C'est l'émotion. C'est quelque chose que l'on va ressentir. Et pour pouvoir créer quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, quelque chose qui va faire qu'on se connecte à quelqu'un, de mon point de vue, il faut développer des capacités authentiques. Parce que si on le fait de manière fausse, on va le faire comme une machine, comme un ordinateur. Et donc, mécaniquement, la personne en face de nous va s'en rendre compte et elle ne créera pas la relation avec nous. Donc, je dirais que le levier le plus important pour un commercial, mais c'est valable pour pas qu'un commercial, c'est l'authenticité. C'est la réalité dans ce qu'on applique et dans ce qu'on s'applique dans son travail. Est-ce que tu peux me donner un exemple ? L'écoute, quand on est commercial, on fait des phases de découverte. Quel que soit le business qu'on adresse, on a besoin de comprendre des problématiques, on a besoin de comprendre les besoins. Alors, moi, dans mon secteur chez REMA, on fait du B2B. On vend des machines biomédicales à des professionnels de santé et à des établissements de santé. Donc, on répond à des besoins qui fait qu'un médecin, s'il n'a pas un échographe en cardiologie, il ne va pas pouvoir faire les examens. Ça paraît assez naturel. Donc, on n'a pas besoin de faire émerger le besoin. En revanche, on a quand même besoin de comprendre quelle est la destination de cette machine et quels sont les problèmes que l'on résout en faisant notre métier. Et donc, à partir du moment où on essaye de comprendre quels sont les problèmes que l'on résout, il faut les comprendre avec sincérité. Si on commence à adresser une question avec un biais cognitif, de façon à vouloir placer son produit coûte que coûte,
on n'est pas sincère, Absolument. on n'est pas authentique. Est-ce que celui qui est en face de nous fera confiance pour faire du bise? Jamais. Et donc, l'exemple, c'est quand tu fais une phase de découverte et que tu poses des questions à quelqu'un, pose-lui vraiment des questions. Écoute ce qu'il a à te dire. On n'est pas jugé sur la qualité des réponses que l'on donne, on est jugé sur la qualité des questions que l'on pose et sur les interconnexions entre les questions. Tu sais, tu as dit tout à l'heure que j'étais né dans le monde de la santé, ma mère est psychiatre. D'accord. Et un psychiatre est quelqu'un qui pose des questions, qui ne fait que poser des questions. Là, tu me fais remonter comment dire, des rebonds potentiels à ce que tu viens de dire. C'est l'un derrière l'autre, mais je te laisse continuer. Voilà, donc je dirais que l'authenticité pour pouvoir créer du relationnel est pour moi une qualité essentielle et je dirais que c'est le levier pour les commerciaux. En tout cas, en 2026, on est dans un monde qui évolue et donc quid en 2030, je sais pas. Il faut aussi ajouter autre chose que j'ai pas dit tout à l'heure sur l'IA, c'est que l'IA, en plus d'avoir des capacités cognitives qui dépassent largement celles des humains, est omnisciente. Elle sait littéralement tout. Si un commercial se forme techniquement pour savoir le moindre élément de ce qu'il vend, que ce soit un service ou un produit, il ne sera jamais omniscient. C'est impossible, personne n'est omniscient. L'IA nous dépasse en capacité cognitive, en capacité de savoir. Elle est sachante en tout. Il ne reste à l'humain que l'émotion. Il ne reste à l'humain que de la sincérité. Il ne reste à l'humain que de l'authenticité. Si on n'appuie pas sur ces leviers... Il ne reste à l'humain que de l'humain, en fait. Exactement. Avec toutes les imperfections que ça peut bien avoir. sûr. Si on n'appuie pas sur ce levier, si on ne le développe pas, en fait, on est mort. On est mort dans le business, on est mort partout. Pas que dans le business, partout. Non, mais je pense que ce que tu dis est au-delà d'être très juste, c'est un petit peu ridicule ce que je dis, mais d'abord, ce que tu as évoqué, je pense que d'abord, tu as eu de très bons mentors, commercialement parlant, et deux, ce que tu disais par rapport à ta maman, moi je dis toujours qu'en tant que coach de vente, par rapport au fait de maîtriser l'art de poser les questions, je dis toujours que les deux qualités, entre guillemets, fondamentales d'un bon commercial, c'est d'être psy et avoir aussi un vernis, voire même de vraies compétences d'acteur, au sens noble du terme. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand tu veux faire passer justement une émotion ou de l'empathie, parce que ce que tu évoques, c'est vraiment de l'empathie, si tu ne vis pas ce que tu dis, tu ne fais passer aucune émotion, d'une part, et tu ne ressens pas non plus les émotions des autres. Et donc, une question, si c'est juste pour aligner des questions les unes derrière les autres, d'ailleurs, j'ai fait un post là-dessus, je crois que c'était hier ou aujourd'hui sur LinkedIn, qui parle précisément de ça. Clairement, tu le vois régulièrement. Moi, j'ai récemment analysé des calls de vente, des rendez-vous découvertes de commerciaux, où tu es témoin littéralement de la personne qui pose une question. La personne lui donne une réponse qui est, on va dire, intéressante, mais un peu vague, pas précise. Et il dit « Ah, ok, très bien », et il passe à la question suivante. Mais en fait, tu n'as rien creusé. C'est exactement ça. Et donc, je suis même pas certain que tu saurais expliquer ce qu'il vient d'expliquer, ce qu'il vient de dire, en fait. Parce que c'est tellement vague, ça veut dire plein de choses possibles. Demande-lui un exemple, demande-lui ce qu'il veut dire par là, comment ça se concrétise chez eux, qui est impacté. Enfin, et il y a, en fait, c'est un petit peu comme un oignon. Il y a une première couche, une deuxième, et ainsi de suite. On ne te demande pas d'éplucher complètement l'oignon, mais au moins les 2-3 premières couches. Sinon, tu ne comprends rien, en fait. Et tu es incapable de mesurer la problématique de ton prospect. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça me fait plaisir que tu sois dans cette optique, mais tu viens de parler d'écoute, de cette notion d'humanité, de sincérité, etc. Justement, sur ce sujet de l'écoute, est-ce que tu as envie de développer un petit peu sur ce sujet? Qu'est-ce que tu entends par là? Comment tu la pratiques, toi? J'essaie d'être sincère. Comme je le disais, pour moi, c'est l'authenticité. Il n'y a pas 36 000 façons d'être authentique, on l'est ou on ne l'est pas. Pas 36 000 façons d'être sincère. Si un truc ne m'intéresse pas, je dis que ça ne m'intéresse pas. Et si un truc m'intéresse, je vais un peu loin dans la question et j'essaye de comprendre. Ton exemple est parfait. Il faut aller loin, il faut reformuler, il faut peler l'oignon pour aller au bout de quelque chose. C'est intéressant ce que tu as évoqué tout à l'heure sur le côté psy et le côté acteur, parce que je trouve que dans une grande jeunesse, en plus d'avoir une mère psychiatre, j'ai étudié le théâtre à la Sorbonne. Et pas qu'à la Sorbonne, j'ai fait une école d'acteurs aussi.
J'ai étudié le théâtre à la Sorbonne pour étudier la scénographie. J'étais passionné par les positionnements dans l'espace, les gens dans l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire, leur positionnement à eux? Bien évidemment, la PNL qu'on connaît maintenant beaucoup et qui est beaucoup analysée, mais au-delà de la PNL qui est plutôt propre et individuelle, les gens dans l'espace, comment on se positionne. Quand on voit des personnages comme Donald Trump, ils ont une façon de serrer la main, ils se mettent dans une position pour être face caméra qui est très représentative du message qu'ils veulent envoyer, et certains le font en permanence. Et donc ça m'a toujours beaucoup intéressé. Donc tu vois, la psychiatrie et l'acting, je souscris, je signe à ce que tu as dit tout à l'heure. Dans le théâtre, en tout cas dans le spectacle vivant, comme on l'entend en lettres classiques, il y a le texte et il y a le sous-texte. Quand on regarde Le Marchand de Venise, je pense que c'est une pièce où j'en ai vu peut-être 10 interprétations différentes. Alors, je pense que la majeure partie du grand public connaîtra au moins l'interprétation avec Al Pacino adaptée au cinéma, sur des persécutions d'un peuple en particulier. Mais j'ai vu Le Marchand de Venise à la Comédie Française, pas très loin d'ici, avec totalement d'autres interprétations. Pourtant, c'est le même texte. Le texte de Shakespeare ne change pas. Ce qui change, c'est le sous-texte. Et c'est ce que la réalisation donne pour faire que le sous-texte veuille dire différemment et que tout un chacun, en tant que spectateur, puisse adapter sa compréhension. Et une phrase dite d'une façon ou dite d'une autre peut dire autre chose. Absolument. Et donc, il est très complexe, ardu, quand on est dans un échange avec quelqu'un, de prime abord, en particulier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou qu'on est amené à connaître dans le futur, mais de prime abord, on ne le connaît pas, qu'on arrive à vraiment comprendre ce qu'il veut, vraiment comprendre quel est son problème, j'évoquais tout à l'heure, de quoi il a besoin, quel est son problème. Parfois, le problème est technique. Moi, dans mon métier, je rencontre un cardiologue. Le cardiologue a besoin d'une machine avec tel logiciel pour faire une analyse du cœur. C'est technique. Mais parfois, c'est pas un cardiologue. Parfois, c'est un ingénieur biomédical dans une clinique, dans un hôpital. Parfois, c'est dans un système privé ou dans un système public. Parfois, je sers de lièvre. Je ne suis là que pour produire un devis qui va faire baisser le prix d'un autre fournisseur déjà référencé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je peux répondre en étant le lièvre, parce que je serai lièvre un jour, chasseur demain. Mais ce qui est important, c'est qu'on se parle avec sincérité, sans mauvaise foi. Autant la personne que j'ai face à moi et moi-même. Ou en l'occurrence, mes commerciaux chez Réma. Pourquoi ? Parce que si je ne sais pas que je suis le lièvre, je vais être frustré. La meilleure façon d'être déçu, c'est d'avoir de l'espoir. Comme j'aime à dire, la vente est le résultat d'un processus et une conséquence heureuse de ce processus. Pour autant, il peut y avoir des conséquences malheureuses et il peut y avoir autre chose comme conséquence qui n'est ni malheureux. Parfois, on ne fait pas une vente, mais on s'est positionné pour le tour d'après. Parfois, on a conforté quelqu'un et on l'a aidé dans autre chose que notre produit technique. J'ai mon commercial France, Thomas, qui, quand il écoutera ce podcast, verra exactement de quoi je veux parler. On avait un établissement de santé qui fait de la recherche pour une pathologie très particulière dans le sud de la France, où on a littéralement aidé un ingénieur biomédical à affirmer en fait ses positions techniques et à affirmer ses choix techniques face à une hiérarchie qui ne lui fait pas confiance. Or, le garçon est brillant, il sait de quoi il parle, bien mieux qu'un directeur financier sur la partie technique, j'entends, et sur lequel on remet en permanence ses choix parce qu'on ne les comprend pas, parce qu'il est ingénieur biomédical et qu'il fait des choix qui sont de l'ordre de la technicité, avec des choses qui sont de l'ordre de la fréquence, en hertz, de la profondeur d'un rayonnement sur un IRM qui s'exprime en Tesla. Quelle est la différence entre un IRM, 1 Tesla, 3 Tesla, 7 Tesla ou 11 Tesla ? Bon, moi je le sais parce que c'est mon métier. Toi, tu le sais pas. Lui, il le sait. Un directeur financier le sait pas forcément. C'est très bien. Pourquoi ? Non, tu le sais. Et donc, on savait qu'on allait lui permettre d'affirmer. On savait qu'on ne vendrait pas. La machine était trop technique, on était sans doute un peu fragile. C'était un dossier qui était un peu ardu pour nous. Mais par contre, on s'était parlé franchement. Quand mon commercial m'a dit on n'a pas gagné le marché, on ne l'a pas eu, il était très déçu. Je lui ai dit non, sois pas déçu. Tu n'as pas eu de conséquences malheureuses. On t'a pas fermé la porte et on t'a pas dit tu reviens jamais. On t'a dit t'as pas eu le marché. Regarde ce que tu as eu par contre. Tu as développé quelque chose avec quelqu'un qui aujourd'hui te remercie. Et la personne nous a écrit un mail pour nous remercier du travail qu'on avait fourni, de la qualité technique qu'on était allé chercher.
Et cette personne, on n'a pas eu à attendre longtemps. Le lendemain, il a passé une autre commande. Sur un truc dont on ne nous avait jamais consulté. Sur lequel on a répondu en rien techniquement. Il a vu la machine sur le site et il a dit j'ai besoin de celle-là, je vous l'achète à vous. Il a même pas regardé ailleurs. Parce qu'on avait créé cette relation de confiance, cette écoute, cette sincérité dont je parlais tout à l'heure, cette authenticité dans le relationnel. Ouais, je pense que moi, je suis 1000% d'accord avec toi. Moi, dans mon travail de découverte, comme je le dis souvent, je suis beaucoup plus dans la disqualification que la qualification. Quelquefois, même, je m'amuse à pousser le bouchon très loin en faisant en sorte, et c'est pas de l'anti-vente ou du refus de vendre, c'est vraiment, je veux voir à quel point la personne est motivée par rapport à ce que je lui propose. Et quelquefois, je vais formuler des phrases du type, mais en fait, en quoi vous avez besoin de ce type d'accompagnement? Parce que vous vous débrouillez très bien actuellement. Moi, de ce que j'entends, vous êtes au top déjà, ou des choses comme ça. Et c'est souvent... ou alors, de manière objective, ils me demandent quelque chose que je ne sais pas faire ou sur lequel je ne suis pas trop à l'aise. Et je lui dis, écoutez, moi, je ne vais pas pouvoir vous aider. Par contre, j'ai quelqu'un que je connais qui, lui, par contre, c'est son expertise. Et dans ce cas, il va travailler avec cette personne, mais je sais, par expérience, que le jour où il aura besoin de mon expertise, là, il ne cherchera pas ailleurs. Il ira vers moi. C'est logique, en fait. C'est humain. On est programmé comme ça. Exactement. J'imagine que dans ton parcours, par rapport à ce que j'ai déjà évoqué, et peut-être d'autres sujets que tu vas pouvoir développer, et même dans ton métier actuel, et tu as partiellement répondu à ça, je pense que la réputation est très importante. Tu as parlé de confiance, mais donc comment dire, ça a une conséquence sur la réputation de manière générale. Parce que qu'on le veuille ou non, une société, c'est une chose, mais son dirigeant, il la représente. Surtout quand tu es le fondateur. Et donc, est-ce que tu as des choses à développer là-dessus, sur le sujet de la réputation, en bien ou en mal, justement? Enfin, je suis régulièrement invité par des dirigeants d'entreprises, PME, ETI, voire plus grandes, qui, même si les sociétés sont stables, voire florissantes, me font part des mêmes frustrations au niveau de leurs équipes commerciales. Et les 3 problématiques qui reviennent le plus sont: mes commerciaux ne prospectent pas du tout ou pas assez. Soit ils me disent, mes commerciaux prospectent, mais quand je les entends parler, je me dis que si j'étais moi-même prospect, je couperais court à la discussion. Ou encore, 3e point, et ça revient très souvent, ils ne savent pas disqualifier des prospects qui, dans l'absolu, n'ont rien à faire dans leur pipe. Mais peut-être que ces sujets n'évoquent rien pour vous et que vous avez les meilleurs commerciaux de France. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à me contacter dès que possible pour qu'on en parle et pour voir déjà si je peux vous aider par rapport à ces sujets. À très vite et merci d'écouter, on a rendez-vous. Alors la réputation dans une vente et en particulier en entreprise, alors nous chez REMA c'est très particulier, on est dans un secteur qui est réglementé, on vend des machines et on aime à dire chez REMA, et c'est une réalité, que parfois la vie du patient est attachée à la machine que l'on vend. La réputation te précède et quand tu arrives dans un établissement de santé, si tu as mauvaise presse, tu peux avoir le meilleur produit, le meilleur prix, tout ce que tu veux, tu feras pas affaire. T'as beau être sincère, il va falloir que tu rames et que tu les sortes bien, les rames, pour pouvoir gagner un petit peu de confiance. Tu sais, quand tu es dans des métiers de confiance, justement, où la vente se crée autour d'une écoute, d'une sincérité, d'une confiance, si tu veux, je pars du principe que la confiance, ça se décrète pas, ça se construit. Ne peut pas arriver et se dire je fais confiance par défaut, même peut-être jusqu'à un certain niveau. Je ne considère pas que tout le monde soit mauvais a priori, mais la confiance, pour moi, elle se bâtit, elle se construit dans la durée. C'est quelque chose qui doit avoir du sens dans la durée. C'est facile d'être honnête une fois, c'est beaucoup plus facile d'être honnête 1000 fois. Cette confiance, il faut la bâtir, et c'est cette réputation qui, quand tu arrives quelque part, doit déjà être enclenchée, doit déjà se savoir. Par le passé, dans mes anciennes vies, j'étais dans des activités qui étaient plutôt B2C. J'étais plus jeune, on va dire dans ma vingtaine et dans ma trentaine, à une époque où on faisait du B2C, j'avais une petite tendance à penser que
l'image de marque en tant que telle de la société comptait plus que tout, et au fond que j'avais besoin de me personal brander. Je courais un peu partout, j'étais présent un peu partout, soit d'événement en événement, soit de média en média, mais fondamentalement, je n'avais pas la conscience, parce que je n'avais pas l'expérience, que je représentais un dirigeant d'entreprise et que je pouvais avoir du poids sur cette entreprise. De manière assez pragmatique avec le recul, je dirais que c'était de l'ego. Ce qui a beaucoup changé à la quarantaine, c'est qu'aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas particulièrement de développer Alexandre Larouchi. En revanche, ça m'intéresse d'avoir le sac à dos de dirigeant de Réma, ça m'intéresse de représenter Réma, et quand j'arrive quelque part, j'arrive avec le poids de ce sac à dos, avec la responsabilité de ce sac à dos. Il se trouve que j'ai quasiment toujours évolué dans des secteurs réglementés. Donc c'est un sac à dos qui peut être lourd de conséquences. À la différence d'autres business, on peut me faire un procès pour ce que je prononce à un micro, et ça a déjà été fait. Et par le passé, certains d'entre nous, dans mon ancien métier, ont été condamnés pour exercice illégal d'un métier réglementé dans la santé. Donc je fais attention. Je n'ai pas de compte Facebook parce que j'ai été attaqué par un laboratoire pharmaceutique pour un post que j'avais rédigé sur Facebook. Donc ça a ses importances, en particulier dans des secteurs réglementés. Dans un secteur non réglementé, peut-être que ma parole serait plus libre. Mais et aujourd'hui, j'ai plus Facebook, et je me garderai bien de faire un post incriminant qui que ce soit, ou de critiquer qui que ce soit ouvertement. En revanche, et ça je le dois au fait que j'ai un sac à dos, le sac à dos de président d'une boîte réglementée, dans un secteur complexe, dans un secteur à la fois difficile et lourd de sens, la santé, la vie. Et donc, je pense que tout ça participe à la réputation de Réma, à la bonne réputation de Réma, plus qu'à ma réputation à moi, qui m'intéresse assez peu finalement, mais en tout cas à la réputation de mon entreprise. Et quand on doit arriver quelque part, et ça, c'est quelque chose qui doit s'infuser partout à l'intérieur de l'entreprise, partout, que ce soit chez les commerciaux parce qu'ils interviennent à l'extérieur de l'entreprise, mais c'est vrai chez nous par exemple, à quelqu'un qui rédige du contenu à l'intérieur d'un site internet. Le contenu, c'est une trace, c'est quelque chose que l'on renvoie, et donc il faut que ça ait la rigueur et que ce soit à la hauteur de la parole donnée. Parce que c'est ça la réputation, c'est la parole donnée. Et ça doit infuser partout. Et ça infuse partout dans le sens où quelqu'un qui fait partie de notre équipe aujourd'hui, c'est quelqu'un qui endosse ce sac, qui prend ce sac. Alors c'est particulièrement vrai chez nous, mais je considère que ça devrait être vrai dans tous les business. Oui, donc c'est vraiment votre ADN. C'est notre ADN. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de refuser une vente pour justement protéger ta réputation ? J'ai 2 histoires. Et je vais en raconter une qui est plus légère que l'autre. Bon, il y en a une, elle est très dans la santé, et elle serait pas forcément légère. Quand j'étais jeune commercial, tout le monde connaît une certaine marque qui vend un robot ménager qui fait des super recettes et qui coûte très cher, vendu en porte-à-porte. On dira pas la marque du robot. Cette même marque vend également un aspirateur très haut de gamme, très cher. Et je suis jeune commercial, on est en 2006, donc en 2006 j'ai 20 ans. Il faut savoir que j'ai été meilleur vendeur France en 2006 pour cette marque. Je suis en études, je fais des études à côté et je fais du porte-à-porte en tant que VDI, vendeur-distributeur indépendant. J'en suis même plutôt fier. Pour moi, c'est sur mon LinkedIn, j'essaye pas de cacher quand j'étais VDI. Mais je fais ça en plus de mes études, et à l'époque, donc moi je suis originaire du Tarn. Le Tarn, c'est un petit département en dessous de l'Aveyron. Donc la préfecture, c'est Albi, c'est un territoire qui est très rural, plutôt sympathique. On a de l'industrie puisque Pierre Fabre est basé à Castres, donc industrie pharmaceutique proche de Toulouse. C'est un département qui est dynamique mais très rural. Je dis ça pourquoi ? Parce que ça a son importance dans l'histoire. Un jour je fais du porte-à-porte et j'arrive dans un HLM
J'arrive dans un HLM et je tombe sur une famille avec une dame qui a 3 enfants, qui est femme au foyer et ils vivent dans 50 mètres carrés. C'est pour ça que c'est important parce que quand on est ici à Paris ou les mètres carrés d'aujourd'hui, à Marseille ou à Lyon, 50 mètres carrés, 3 enfants, bah, ça choque peut-être personne. Mais quand on est Tarnais, il faut savoir que le mètre carré coûte pas grand-chose et que tout le monde a 300 mètres carrés à minima. Donc 50 mètres carrés, même pas à Albi, hein, dans une petite ville de 4000 habitants dans le Tarn. Tout de suite, en fait, c'est une apparence de famille très modeste. Ça se confirme au fur et à mesure de ma déballe, au fur et à mesure de ma découverte. Le monsieur, donc il n'y avait qu'un seul revenu dans ce foyer, c'était le monsieur. Et le monsieur, je m'en rappelle encore, était conducteur poids lourd pour les poids lourds de chantier. Voilà, d'une entreprise que je connaissais de nom, de réputation, et la dame, pendant la découverte, me confie qu'en fait son mari a reçu une convocation pour être licencié, mais il n'a pas encore été licencié. Je fais ma déballe, je lui vends un super aspirateur, on est à l'époque où le SMIC est à peu près à 1 100 €, il faudrait vérifier en 2006, mais entre 1000 et 1200, l'aspirateur coûte 1300 et des brouettes. Bien évidemment, pour le vendre, il faut contracter un crédit à la consommation, type tout ce que l'on connaît. Prix de revient de l'aspirateur sur 5 ans, on est à pas loin de 1900 €, ce qui représente bien plus qu'un mois de salaire de ce bon monsieur qui va perdre son emploi dans le mois qui vient. Mais je me démonte pas et je fais ma vente. Je fais ma vente et j'arrive dans ma bagnole et j'ai un cas de conscience. Je me dis, t'as forcé la vente. T'as forcé, j'avais pas forcé. Mais je me dis, t'as forcé la vente. Est-ce qu'elle a besoin de cette machine aussi chère? Et je suis jeune à ce moment-là, j'ai 20 ans et on est arrogant, on est présomptueux et quelque part, je sais pas si j'ai fait une erreur ou pas. Même aujourd'hui, 20 ans après, je sais pas. Est-ce que j'ai été présomptueux à penser pour quelqu'un? J'ai moi-même pété la vente. J'ai dit à ma hiérarchie qu'elle m'avait appelé en voulant déchirer le bon de commande. Et j'ai rappelé de cette dame en disant que le crédit à la conso n'était pas passé. Manque de bol pour moi, je me fais contrôler. Il faut savoir qu'il y avait certaines ventes qui étaient piochées au hasard et que ces ventes qui étaient piochées au hasard, on leur rappelait les gens, on repartait en rendez-vous et on allait voir. Et là, bien évidemment, la personne qui va voir dit pourquoi vous avez déchiré le bon de commande? Et elle a dit, j'ai jamais déchiré le bon de commande, je veux cette machine. Et bien évidemment, la personne qui passe derrière re-signe. Et la dame m'appelle. Et elle m'incendie. Elle m'incendie qui je suis pour penser à sa place de si elle en a besoin ou pas besoin. Aujourd'hui, avec vraiment, vraiment, de la réflexion, de la sincérité, je serais dans le même cas. Je ne sais pas ce que je ferais. Et surtout, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Juste après ça, je me suis fait virer. Sans équivoque, alors que j'étais meilleur vendeur France. Ma seule jauge, mon seul baromètre, c'est est-ce que je regrette? Je regrette pas. Moi, je pense honnêtement. Alors, c'est vrai qu'à 20 ans, on ne pense pas de la même manière qu'à 40. Et je sais de quoi je parle. Surtout quand on a très faim et qu'on veut se prouver des choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une chose qui est certaine, c'est que moi, je pense que, en tant que patron, non seulement je ne t'aurais pas viré, mais en plus, je t'aurais félicité. Parce que tu n'es pas une vente prêt à l'échelle d'une entreprise. Peut-être que toi, tu l'étais personnellement, mais c'est tout à ton honneur. Je sais pas. Mais après, sur la forme, peut-être que j'aurais fait en sorte qu'elle dise pas oui, en fait. Ouais. Juste pour pour que ce soit clean. Mais bon, je pense que c'est tout à ton honneur et te connaissant, pour ceux qui ne te connaissent pas, ça en dit long sur tes valeurs et qui tu es. Et moi, je sais, parce que je te connais encore une fois depuis très longtemps, et je sais que tu es quelqu'un qui a des vraies valeurs, qui est très loyal, sur qui j'ai pu compter dans des situations compliquées, même professionnellement, etc. Pour la petite histoire, je ne rentre pas dans le détail, mais on a bossé ensemble. Et tu fais partie des gens, historiquement, qui font partie de ma mémoire de plaisir à collaborer, avec qui j'ai eu plaisir à collaborer. Et avec qui j'ai plaisir à être ami. Est-ce que tu as une vie? Alors moi, il y a un truc justement qui rejoint un peu ce qu'on vient d'évoquer, c'est sur la partie networking.
Est-ce que tu as une vision particulière sur le networking? Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques Je dirais... aujourd'hui plus qu'avant ou moins qu'avant? Non, je dirais je vais pas faire de la redite, mais c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure dans le personal branding. D'accord. Avant, j'essaie Ouais, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Ouais. Aujourd'hui, je vais networker dans l'intérêt du dirigeant de Rema pour Rema. Je dirais que ce qui a changé, c'est que avec l'âge, on favorise la qualité à la quantité. Ouais. J'essaye d'avoir des relations durables, sincères et sur qui je peux compter. Ouais. On a beaucoup de réseaux dans nos métiers du digital, sur qui on peut compter vraiment quand on est dans la merde et quand on est entrepreneur, qu'on a fait beaucoup de boîtes, qu'on a eu des exits difficiles, des séparations d'associés parfois douloureuses, des pseudo-sorties d'entreprise maquillées en vente. On sait qui nous tourne le dos, on sait qui est là, et donc on atterrit vite. J'ai une petite tendance à aujourd'hui sélectionner beaucoup plus les relations, et donc le networking, pas trop perdre de temps. Ouais, en plus, te connaissant, je sais que tu es très, 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 très occupé. Tu es partout. Non, moi, je suis impressionné. Hein. Je le dis, j'en parlais récemment avec quelqu'un qu'on connaît tous les deux. Et je lui dis, mais je ne sais pas comment il fait. Il est partout. Il peut être aujourd'hui ici, ce soir à 500 bornes et demain à 1000 ou plus loin encore. Je ne sais pas comment il fait, même avec les décalages horaires, etc. Franchement, pour moi, que Dieu te donne la santé longtemps, parce que c'est le genre de truc que moi, je ne pourrais plus faire. Surtout quand tu as en plus une famille, ce qui est ton cas. Ce qui est mon famille cas. Adorable, au demeurant. Merci. Alors, là, on va passer à une petite phase que j'aime bien, c'est les questions rapides, où je vais te demander de me répondre idéalement le plus succinctement possible, en une phrase idéalement. Ma première question, c'est, d'après toi, quelle est la qualité la plus sous-estimée chez un commercial? La loyauté. Donc je te réponds en 2 mots, mais je fais une virgule parce que c'est un peu une qualité de boomer. Mais c'est la loyauté au collectif. Voilà, la loyauté au collectif. Il ne faut pas développer, c'est juste Okay. une réponse succincte. D'après toi, quel est le pire défaut d'un dirigeant? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas avoir chez un dirigeant? L'isolement. Parce qu'on appartient à ce collectif. Ok. Il y a plein de questions que j'ai envie de te poser là-dessus, mais je vais me retenir. Un livre ou un film qui t'a marqué? Sapiens, sans équivoque. Est-ce qu'il y a une personne qui vraiment t'inspire ou t'a inspiré? Personne. Ce qui m'inspire, c'est la résilience que je peux voir en tout un chacun. Le meilleur conseil que tu as pu recevoir? Je peux pas développer un peu. Vas-y. Je dirais que le meilleur conseil qu'on puisse donner ou qu'on puisse recevoir, c'est celui qui est donné, dans le sens qui est offert. Qu'importe la conséquence de ce conseil, l'important c'est l'intention. J'ai un ami, Henri Delorgeride, que tu connais, qui est assez présent partout, qui a dit dans un autre podcast, et j'adore cette phrase, celui qui a beaucoup reçu doit beaucoup donner. Je crois que c'est un passage de la Bible. Le vrai conseil, c'est celui qu'on t'offre. Que la conséquence du conseil soit bonne ou mauvaise, il y a plein de paramètres qui fera que ça a merdé en fait. Mhm. Il y a des paramètres d'exécution déjà du conseil, il y a des paramètres exogènes à la situation qui vont intervenir. En revanche, il y a un truc qui ne triche pas, c'est l'intention du conseil. Si l'intention est bonne, tout le monde peut se tromper. Mais fondamentalement, pour moi, le seul conseil valable est celui qui est donné. Le conseil qu'on a tendance à entendre partout, mais qui est faux selon toi? En miroir, celui qui est vendu. D'accord. Une croyance sur la vente que toi, tu aurais tendance à combattre? Le talent, j'exècre le talent. Le talent, je ne le supporte pas. Ça crée de l'arrogance. On favorise beaucoup des qualités qui sont individuelles, qui peuvent être l'intelligence, la performance, des choses d'abord dans lesquelles on n'est pas responsable. Ouais, absolument. Donc le talent, ça crée dans beaucoup de cas la fainéantise. Par contre, il y a des gens talentueux qui sont en plus résilients. Mais le talent, ça suffit pas. Et en soi, ça suffit pas du tout. Et je pense qu'il faut surtout pas baser les choses sur des qualités individuelles, et encore moins quand cette qualité individuelle, c'est le talent. Dans n'importe quoi que ça s'exprime. Ça pourrait faire l'objet même d'un podcast entier.
Ah, là-dessus, tu m'invites quand tu veux. Ok. Que Dieu préserve, mais si Réma disparaissait demain, tu ferais quoi? Alors ça, pour le coup, je sais pas. Par contre, je prendrais les mêmes dans le collectif. Et puis, on trouverait. On ferait autre chose, c'est sûr. Parce que des idées, j'en ai 1000 par jour. Oui. Et Le fait, je le connais, c'est vrai. et une idée, ça vaut rien. Ce qui compte, c'est Bien l'exécution de C'est l'idée. clair. Et seul, on fait rien. Il faut du collectif, hein. Un mec tout seul, il n'est pas capable de relier deux rives, hein. Il pose une planche et il traverse tout seul. Si tu veux faire un pont et faire passer une civilisation entière sur le pont, faut être un peu plusieurs, hein. Ouais. Voilà. Donc, je prends les mêmes, puis j'essaye de trouver une rivière et puis on fait un pont. Excellent, j'aime beaucoup. Maintenant, les questions de fin. Enfin, quelle est l'erreur qui t'a coûté le plus cher? C'est pas une erreur. Ah, C'est pas une erreur, c'est un choix. ok. C'est un choix. Alors ça, c'est une histoire. Et je vais mesurer ce que je vais dire, si tu me permets. Ouais. Je peux peut-être être long. Enfin, long pas, Vas-y, parce que prends- l'histoire est longue, prends juste ton parce temps, que je vais prends peut-être ton la temps. reformuler. T'as tout ton temps. 3 minutes max. Non, je Allez. rigole. Dans ma vie passée, dans ma vie d'entrepreneur, et j'ai eu plein de boîtes, j'en ai fait plein, et donc je ne citerai pas dans laquelle, on a eu des séparations douloureuses, hein, entre associés. Mais à la fin, j'ai vendu mes parts de cette boîte, et j'ai vendu mes parts de cette boîte à un actionnaire présent. Je dirais même pas la forme de l'actionnaire. Ouais. À un actionnaire présent. Il se trouve qu'avec l'associé qui restait, on s'est fait franchement des saloperies, on s'est fait des crasses. On n'était pas d'accord sur le fond, et tu sais, quand t'es pas d'accord sur le fond, on se fait des crasses. Au moment où je dois vendre mes parts de la boîte, d'abord on me propose de virer mon associé, je souscris à ça, un petit peu par vengeance, mais fondamentalement je souscris à ça pour plein de raisons. Il se trouve hors de l'entreprise. Mais ensuite, on me propose une deuxième étape qui est, quelque part, je peux vendre mes parts de la boîte et je peux les vendre à un tarif différencié selon comment je me comporte. C'est-à-dire si je l'incrimine ou si je l'incrimine pas. L'incriminer, soyons très clairs, c'est l'incriminer devant un procureur. Et à ce moment-là, ce choix, pour moi, il a une variable. Je te Donc ça, donnerai c'est le pas- choix où tu aurais pris plus. Ouais, c'était un choix où si je l'incriminais, je vendais mes parts plus chères. Mais quand je te dis je vendais mes parts plus chères, c'était avant mes 30 ans, j'étais multimillionnaire. Et dans l'autre cas, j'étais juste en dessous du million, tu vois. Et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, donc ça m'a coûté cher. Tu vois, tu peux chiffrer combien Ouais, ça m'a ouais, coûté. ouais. Je l'ai pas fait parce que tant bien même les saloperies qu'on s'est faites, j'ai estimé que il était resté loyal au collectif. Et donc être loyal au collectif, je lui devais de ne pas l'enfoncer. Parce que malgré le fait qu'on s'était accusé de toutes parts et qu'il veut noyer son chien, l'accuse de la rage, fondamentalement, il n'avait pas trahi le collectif et j'allais pas l'incriminer pour quelque chose qui, à ce moment-là, soit il l'avait pas fait, soit il l'avait pas fait exactement de cette façon, soit il l'avait pas fait avec qu'importe la conséquence, il l'avait pas fait avec l'intention. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'important, au-delà de la conséquence, c'est l'intention. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui en droit est important, l'intention. La volonté de nuire, dans les choses les plus graves qui peuvent être jugées dans ce monde, entre l'intention de Bien sûr. tuer et la non-intention de tuer, Ça se joue à des années. ça se joue à perpète Ouais, versus 5 ans. Ouais, je hein. comprends. Et donc, j'ai estimé qu'il n'y avait pas l'intention. Et voilà, c'est pas une erreur, c'est le choix qui m'a coûté le plus cher. Je constate que la notion de loyauté revient beaucoup dans ta bouche. C'est aussi pour ça que moi je t'aime beaucoup et que je te respecte infiniment. Je ne vais pas développer maintenant, mais moi c'est des choses qui m'ont marqué aussi dans ma vie, notamment professionnelle et personnelle. J'ai le sentiment, moi, et je ne change pas de cap, mais j'ai été beaucoup trahi, moi, professionnellement. Et c'est des choses qui marquent énormément. Est-ce que c'est ton cas, toi? Ouais, parce que ça revient beaucoup. Oui, j'ai été trahi. Est-ce que je leur en veux? Non. Est-ce que j'ai été trahi ou est-ce que c'est des alignements d'intérêts qui m'étaient défavorables? La nuance Après, est chacun fine. a ses histoires. Mais en tout cas, est-ce que j'en veux? Non. Est-ce que j'ai de la rancœur? Non. S'il fallait le revivre, je le revivrais. Et s'il fallait revivre ces trahisons, mon Dieu, que je les revivrais. Elles ont été formatrices. Ouais. Elles ont été salvatrices. Elles ont défini le monde dans lequel je voulais évoluer et celui dans lequel je voulais pas évoluer. Elles ont défini les gens qui sont autour de moi. Et aujourd'hui, j'en changerai pour rien au monde. Est-ce qu'il y a un rendez-vous, puisqu'on est sur On a rendez-vous, est-ce qu'il y a un rendez-vous qui a changé ta vie, alors qu'il soit personnel, professionnel,
Même, je sais pas, un rendez-vous amoureux, n'importe quoi. Ah ouais, celui-là, ouais. Un jour, je prends une nana en covoiturage sur un Paris-Toulouse. Je suis hyper jeune, on est en 2011. Donc, vous savez mon âge tout à l'heure, donc j'ai 25 ans. Et entre Paris et Toulouse, moi à l'époque, je suis cadre commercial. J'avais monté une boîte, pseudo-échec ou une quasi-réussite, ça dépend comment on va regarder. Là, je rencontre une nana qui arrive hyper en retard et qui avait été vachement casse-bonbon sur la place qu'il y avait dans ma petite voiture de l'époque. Et finalement, elle arrive et puis elle m'explique qu'elle est entrepreneur, qu'elle a des projets d'entreprendre. Moi, déjà, j'entends auto-entrepreneur dans la voiture, je me dis, tiens, qui c'est celle-là? Ah, encore une qui fait des colliers de perles et qui va les vendre sur le marché, enfin, tu vois. Et puis là, elle m'explique qu'en fait, il y a des plateformes, c'est Internet, qu'on pourrait vendre des médicaments sur Internet, que tout ça, c'est pas toujours réglementaire, tout ça. Cette fille, elle s'appelle Sabine Safi. Et on arrive à Limoges et je suis en train de faire le plein dans ma bagnole. Et puis, elle me dit, il nous faudrait un mec comme toi pour vivre l'aventure. On a monté la boîte avec mon associé, la boîte vient de se créer, là, mais on n'existe pas. Il faudrait que tu viennes nous voir à Montpellier pendant les vacances de Noël. Je finis par la déposer à Toulouse à 2 du mat. Je rentre chez moi, je laisse passer Noël et puis je note toutes mes idées sur un calepin parce que finalement cette boîte elle m'obsédait. Je suis allé les voir à Montpellier, on a bu des cafés, on m'a donné les conditions, il fallait que je pose 60 000 balles et puis en plus de ça, fallait soit pas être payé, soit au mieux être payé le SMIC, soit au mieux jamais être payé finalement. Démissionner, perdre beaucoup de ce que j'avais, quitter Paris, aller s'installer dans le seul incubateur qui avait accepté la boîte, c'est-à-dire même pas Montpellier parce qu'ils avaient refusé, mais dans un bled à 40 bornes de Montpellier à la frontière du Gard, un bled tristement connu parce qu'il y a beaucoup d'OQTF, on en a souvent parlé, qui s'appelle Lunel. Et donc, on avait littéralement un espèce de couloir pour faire le job. Et à l'époque, il n'y avait pas la rupture conventionnelle, ça n'existait pas, hein, je rappelle 2011. Donc, tu posais ta dème, t'étais à poil et sans filet, comme dirait notre podcasteur. Voilà, c'est grâce à Sabine Safi, parce qu'on s'est rencontrés, parce qu'on a été sincères que cette aventure a commencé. Et puis, pour le coup, ça a changé ma vie. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est 1001 pharmacies. Ouais. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais oublié de te poser? Alors que t'as oublié, peut-être pas, mais... Ou que j'aurais dû te poser? C'est une question où je vais être de mauvaise foi, c'est la réponse qui m'intéresse. C'est est-ce que c'est bien d'entreprendre en France? Est-ce qu'on est bien à entreprendre en France? Et c'est quelque chose que j'aime à répéter souvent. On est bien. Il faut entreprendre en France. On a un écosystème qui est formidable pour le faire. On a un cadre juridique qui est formidable pour le faire. On a un territoire, un continent, l'Europe, qui est formidable. Et donc non, il ne faut pas partir. Non, il ne faut pas aller à Dubaï. Non, il ne faut pas migrer en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs. Cette politique... ou en tout cas cette petite voix, parce que c'est pas de la politique au sens strict, mais cette petite voix qu'on aurait tendance à entendre de manière permanente et lancinante, qui dirait qu'il faut partir pour être heureux, changer de cadre. Je suis fondamentalement pas d'accord. Oui, il y a des impôts, oui, il y a un droit du travail qui est compliqué, oui, on peut pas faire un pas sans se dire « Ah là là, qu'est-ce que j'ai fait ou pas qu'est-ce que j'ai fait ?» Churchill disait qu'on n'a rien de pire que la démocratie, mais c'est tout ce qu'on a. Je pense qu'il ne faut pas partir. Ok, tu fais partie des rares qui disent ça. Moi, j'aime bien aussi faire partie des rares qui disent quelque chose. Et t'es pas d'accord? Non, ça dépend sur quoi. La France est un pays extraordinaire. Moi, j'adore la France, fondamentalement, viscéralement. Maintenant, ce qu'elle devient, tant au niveau entrepreneurial qu'au niveau même sociétal, là, par contre, j'ai des enfants et j'ai des petits-enfants maintenant. Je me dis que, honnêtement, hein, moi, tous les jeunes qui aspirent à œuvrer, notamment dans le digital, je leur dis que c'est pas ici qu'il faut le faire. Je suis pas d'accord. Encore une fois, peut-être que je me trompe et je demande, je serais ravi qu'on me prouve le contraire. Maintenant, tous les mois, tout ce que je vois et j'entends de la part, parce que moi je suis un nain en termes d'entrepreneuriat par rapport à d'autres qui entreprennent et qui se saignent et qui par rapport à d'autres pays. Alors surtout quand tu as une vision globale, quand tu as une vision de marché, un marché franco-français, c'est quand même plus pratique d'être là, entre guillemets. En revanche, que de boulets, que de complications de process, que de difficultés, c'est pas le cas dans plein d'autres pays. Et surtout quand tu es dans un domaine digital où tu as une vision, où tu as un marché qui peut être par exemple beaucoup plus important, notamment aux États-Unis ou au niveau mondial.
Bah, honnêtement, c'est pas à la France où il faut commencer le business. Il vaut mieux le faire des États-Unis. Tu sais, chez Rema, on fait 83% de notre chiffre d'affaires en dehors de la France. Ok. Donc, quand je te dis ça, je ne le regarde pas à l'échelle de mon marché. Parce que, comme je te dis, la France, pour moi, c'est un micro-marché. Et dans les pays avec lesquels on opère, beaucoup sont en dehors de l'Union européenne. Alors, ils sont dans l'Europe, mais en dehors de l'Union européenne. L'Angleterre, la Norvège, la Suisse. Et donc, c'est en dehors de la France pour beaucoup de bises. Oui, il y a des cadres contraignants. Oui, plein de choses sont dures, mais elles sont dures ailleurs aussi. Je pense que ce qui me dérange fondamentalement dans le choix de tout vouloir changer, et c'est pas que dans l'entrepreneuriat, tu peux pas allumer une chaîne de télé Non, bien sans sûr. qu'on te parle de aller s'installer au bout du monde sur une plage parce Ouais, qu'ils bon, ont ça, tout c'est- envoyé chier. ouais. Non, fondamentalement, c'est les gens aspirent au changement parce qu'on leur explique doucement mais sûrement que la seule façon d'être heureux, c'est qu'il faut changer. Moi, je pense que la seule façon de s'épanouir, c'est de travailler sur soi. Et que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle, il y a on peut avoir des capacités, on a les ressources, on peut se retrousser les manches pour arriver à faire quelque chose dans le cadre qui nous est donné, avec les complexités qui nous sont données, avec aussi des facilités qui nous sont données. Il n'y a pas que des choses Bien complexes, sûr, il y a des je suis choses d'accord avec toi. faciles, avec un marché unique comme l'Europe permet, avec des facilités de création d'entreprise. Aujourd'hui, c'est quand même très basique. Monter une entreprise, ça prend 1 heure. Quand j'étais enfant, j'entendais déjà des gens dire qu'aux États-Unis, ça prenait 1 heure. Bah, nous, ça prend 1 heure. Et c'est pas compliqué, en fait, de le faire. Alors, peut-être qu'il faut publier, qu'il y a tout un truc. Non, mais après, c'est pas les démarches administratives, c'est pas tant le sujet. Aujourd'hui, il y a des outils qui te permettent de le faire, même sans mettre les pieds Alors, sur un tribunal de commerce. alors, quelle est la difficulté? La difficulté, c'est le. Comment te dire? Le fait d'avoir un associé qui te prend beaucoup dès le départ alors qu'il fait rien. Fiscalement parlant, je trouve que la France, c'est pas moi qui le dis, c'est Ouais. connu, on est un des pays les plus imposés du monde, voire même peut-être même le plus fiscalisé du monde. Et je trouve que c'est dommage. Alors, on Parce peut... que la Oui. conséquence de tout ça, c'est quand même que énormément de cerveaux se barrent. Alors, Et ça, c'est pas pour rien. oui, mais là, pour moi, on sort du cadre de l'entreprise, on est dans le cadre de la politique. Bah, c'est ce que je dis. Oui, En fait, mais, ça pourrait être un pays extraordinaire mais parce que fondamentalement, à quasi 100% ce qui te s'il y avait dérange- des réformes. ce qui te dérange et ce qui dérange beaucoup de gens, je pense, mais peut-être que je me trompe, c'est pas tellement le niveau de fiscalité, c'est le niveau d'efficience de ce qui est Absolument. censé fonctionner par rapport Exactement à la ça. fiscalité. T'as tout dit. Et donc, c'est là où moi je considère pas qu'on soit trop fiscalisé. En revanche, je suis d'accord avec toi On n'en a pas pour notre argent. qu'on n'en a pas pour notre argent. Du tout. Et ça, c'est un problème. Et c'est un problème dans lequel on peut agir pour modifier les Ouais, choses. mais, excuse-moi, mais les gouvernements se succèdent, tout le monde promet d'agir, et résultat, il y a de plus en plus Alors, de friction. Je suis désolé. Oui, parce qu'on regarde... Moi, j'ai vécu le milieu hospitalier, par exemple, en tant que patient ou accompagnant de patients. Je suis désolé, on est au niveau de l'hôpital, et c'est pas la faute des soignants. On est au niveau de l'hôpital, je pense, à un niveau quasiment de pays sous-développés, et c'est pas la faute des soignants. Parce que les soignants, à 99%, sont des gens comme ça, extraordinaires. Il y a des problèmes. Je fais les mêmes constats que toi dans plein de secteurs. La question, c'est... Bien sûr qu'on pourrait changer la tête de la pyramide en disant la tête de la pyramide est pas bonne, changeons-la ou faisons en sorte que quelqu'un agisse à la tête de la pyramide. Je fais partie plutôt des gens qui pensent que essayons d'appliquer des choses à un petit niveau, essayons de voir comment elles pourraient fonctionner. Ensuite, développons-les, industrialisons-les et essayons de faire quelque chose. J'invite tout le monde, et surtout ceux qui critiquent l'État en top. Donc nos gouvernants. Et je suis pas forcément un aficionados de notre président, mais je lui tire mon chapeau d'être président. Et j'ai du respect pour la fonction, mais je suis pas un aficionados, pas du tout même. Mais je lui tire le chapeau d'être au job, de faire le job. Ou en tout cas, d'essayer de le faire comme il peut. En revanche, ce que j'aime à dire à ceux qui sont critiques, c'est qu'est-ce que tu essayes de faire, toi, à ton niveau local? Si on parle de politique et plus d'entreprise, est-ce que tu as déjà essayé de t'insérer dans le collectif citoyen à ton échelle, à l'échelle de ta mairie? Est-ce que tu sais comment elle fonctionne? Est-ce que tu sais comment tu peux agir? Est-ce que tu as essayé d'agir?
Est-ce que tu as échoué? Et quelle est la force que tu y as donnée? Ouais, je reconnais. Tu sais, je vais citer des gens qui ont inventé à la fois la démocratie, à la fois ce qu'est la politique d'aujourd'hui. Les Grecs, 4 siècles avant Jésus-Christ. Tu sais ce que c'était à Athènes, la politique? La politique à Athènes, c'était les loudis. T'apprends ça à la Sorbonne en fac de théâtre, c'est drôle. Hein. Les loudis, c'est quoi? C'est quelque chose qui était dans l'obligation. Tout le monde devait y participer. À l'époque, les femmes devaient y participer, les métèques devaient y participer, même les esclaves devaient y participer. Si tu voulais avoir des droits athéniens, tu devais participer aux loudis. Est-ce que tu connais le nombre de loudis obligatoires sur 365 jours que compte une année? 148. Il fallait participer de manière obligatoire à 148 jours de débat. Alors c'était à une échelle locale, même si Athènes à ce moment-là était un pays finalement, une nation, un continent. C'était à échelle locale, mais il fallait y participer. Et si tu n'y participais pas, on t'enlevait un droit. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as donné au collectif avant de vouloir en tirer? Je dis pas qu'il y a que les impôts. C'est plus complexe que ça. Oui, mais bon. Je dis celui qui veut critiquer peut agir. Et si nous essayons tous d'agir, et surtout ceux qui sont critiques, et je les invite à continuer à être critiques, mais celui qui est critique, s'il essaye d'agir, clairement, il y arrivera. Ça me rappelle une phrase que j'ai entendue une fois de quelqu'un de très sage qui avait dit la chose suivante, c'est que quand quelqu'un dit mais moi j'ai rien fait de mal, sa réponse c'est ok, mais t'as fait quoi de bien? Ça rejoint un petit peu ce que tu viens de développer. Alors on n'a pas le temps malheureusement de développer ces sujets, et bien que ce soit hyper intéressant, on est pris par le temps malheureusement. Dernière chose avant qu'on se quitte, pour surtout nos spectateurs et auditeurs, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on te trouve si on veut échanger avec toi, discuter, parler business? Sur LinkedIn, il y a directement mon numéro de portable. Je suis justement pas le Premier ministre, donc j'ai la chance de pas être si débordé. Ok, d'accord. Voilà. Donc on peut te retrouver sur LinkedIn. Donc évidemment, le nom c'est Alexandre El Harouchi, que j'indiquerai bien sûr dans la description de ce podcast. Bah écoute, on a fait un petit peu le tour. On n'a pas la possibilité malheureusement de développer plus longtemps. Je te remercie beaucoup Alexandre. Avec plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire l'expérience sur peut-être d'autres sujets. Je te dis à très vite, à très bientôt, ici ou ailleurs, comme dirait Laurent Calvo de C'est la Conseil. C'est sa petite phrase, slogan, que j'aime bien reprendre. Merci encore et à très très bientôt. À très bientôt, merci Pascal. Ciao.